Bonsoir à tous et à chacun, très ému de vous retrouver pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous pour passer en vue le sujet qui défraye la chronique. Alors pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Mpoy Kamulaye Lumbala Chamanyangala, qui est fondateur du Rassemblement des acteurs pour la Renaissance du Congo, une structure scientifique RAREC en sigle. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être votre invité. Voilà, cette structure scientifique va organiser sans changement de dernière minute le samedi 1er avril 2023 la journée scientifique et inaugurale de la série 2023 des conférences annuelles de RAREC. Ce sera à l'Université catholique du Congo. Voilà, avant de parler de l'actualité, parce que vous êtes là pour parler de l'actualité, nous allons parler de votre casquette de professeur et puis nous allons mettre un accent particulier sur tout ce qui concerne tous les Congolais. Voilà, parlez-nous un peu de cette activité d'envergure que RAREC va organiser à l'Université catholique du Congo. Merci beaucoup, madame. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes une structure qui réfléchit et qui veut faire réfléchir nos compatriotes sur les questions qui concernent l'avenir et le devenir de notre nation. L'année dernière, au mois de juillet, nous avions organisé un colloque de grande envergure sur cette problématique. Eh bien, cette année, nous allons inaugurer la série de nos activités et de nos conférences annuelles avec une journée scientifique dont le thème général est défi du changement des mentalités congolaises face aux perspectives de transformation de notre pays en Eldorado africain. Et qui seront les conférenciers? Il y a plusieurs conférenciers. Si tout le monde est disponible, nous aurons une palette de 12 intervenants qui sont essentiellement des professeurs d'université. La plupart, vous les connaissez, ce sont les membres du mouvement des professeurs catholiques, dont je suis d'ailleurs le premier vice-président diocésain. Donc nous aurons nos pasteurs, plusieurs abbés sont programmés. La révérende sœur Mbia, qui est directrice générale de l'Institut supérieur des arts et métiers, le professeur Kambayi, que vous connaissez très bien. Kambayi Boacha, voilà, c'est le recteur de l'IFASIC. Exactement, celui qui est votre formateur. Et donc, qui est l'historien des mentalités. Vous voyez bien que le sujet l'intéresse, le concerne au plus haut point. J'aimerais aussi ajouter que notre ministre de la Défense nationale, le général Gilbert Kabanda, dont nous savons tous combien le programme est contraignant et varie à tout moment, a promis d'être là si les contraintes de ses fonctions ne l'en empêchent pas. Ces journées scientifiques très impérieuses vont s'étaler pendant combien de temps? Ce sera une journée. Donc, ce sera juste une journée. Une journée de 10 heures à 17 Pas des journées. Non, une. Ce sera une journée de 10 heures du matin à 17 heures. Ça va suffire en une journée, capitaliser tout? C'est un défi. Vous savez que l'essentiel quand on fait une journée scientifique, ce n'est pas tant d'épuiser la matière que de susciter la réflexion sur les problèmes et les enjeux qui concernent l'avenir et le devenir de notre nation. Et comme vous avez indiqué en ouverture de cette émission, nous aurons bien l'occasion d'y revenir en parlant des sujets. Professeur, comment est-ce que vous avez pu évaluer les travaux du colloque passé en vue de remédier par rapport aux journées scientifiques? Alors, là, je fais allusion au défi à relever. Le colloque, nous l'avons fait, vous avez suivi, nous avons eu une participation abondante de 200 personnes. C'était déjà
une prouesse pour nous. Cette fois-ci, le défi, c'est que nous espérions, nous avions réservé une grande salle à Fatima qui a été remplie à moitié. Cette fois-ci, nous espérons, nous avons pris également une grande salle à l'Université catholique et nous espérons que la participation sera nombreuse, non seulement en présentiel, mais également en ligne, parce que le sujet, bien évidemment, concerne tous les Congolais et en particulier nos compatriotes de la diaspora. Pour le colloque, vous avez atteint l'objectif assigné? Alors, vous savez, quand on est une structure scientifique, l'objectif à atteindre est un objectif lointain. Et l'éveil de conscience, c'est une gageure, c'est une entreprise qui prend du temps et beaucoup de temps. Mais les échos que nous avons reçus des uns et des autres indiquent que cette activité a été accueillie par le grand public avec beaucoup d'intérêt. Nous avons reçu notamment des appels de ceux qui nous avaient suivis en ligne et qui ont voulu en savoir davantage et qui ont voulu s'impliquer eux-mêmes dans le cadre des activités que nous entreprenons. C'est d'ailleurs pour cela que aux journées scientifiques, j'ai mentionné simplement les noms des intervenants qui sont ici sur place à Kinshasa, mais j'aimerais ajouter qu'il y a aussi une belle palette des intervenants qui sont à Washington, et notamment le professeur Stéphane Toubéné, qui est le président de la Fédération des Congolais de l'étranger. Ceux qui sont intéressés et voudraient bien se joindre à vous le samedi 1er avril, quelle sera la particularité ou qu'est-ce qui sera de nouveau au cours de la journée scientifique prévue le 1er avril 2023 à l'UCC? Mais vous savez que nous sommes à 8 mois de la date historique, qui sera historique, du 20 décembre 2022. Sauf report. Bah, là, je ne sais pas si c'est de la provocation, mais vous savez que nous sommes dans un état de droit. C'est ce que le président lui-même avait déclaré dans son discours d'investiture le 24 janvier 2019. Et dans ses nombreux propos, le président est revenu sur son engagement à respecter et à contribuer à l'édification de l'état de droit. Mais n'empêche, les contraintes sécuritaires, logistiques, financières peuvent empêcher à la CENI d'organiser les élections dans le délai. Le président a également dit qu'il ne fallait pas que la population le pousse à devenir un dictateur. Alors, l'organisation des élections ne relève pas de la compétence du président de la République. La CENI est une institution établie au terme de la Constitution. Elle est indépendante. Elle a déjà annoncé le calendrier électoral. Au moment où cette annonce a été faite, rien n'a changé. La situation qui prévaut actuellement dans notre pays était déjà connue. Donc, il n'y a pas de nouveaux éléments qui vont intervenir dans les 8 prochains mois pour nous amener à violer la Constitution. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, au cours d'une conférence de presse, il a parlé. On sent qu'il y a de l'huile dans le feu entre la CENI et les ministères de Finances. Les violents ne s'accordent pas. Pourquoi? Parce que depuis juin, si je ne me trompe pas, 2022, la CENI n'est pas servie par le ministère de Finances en guise d'organiser entre autres les élections. Mais je n'ai pas l'habitude de parler des questions que j'ignore. Je n'ai aucune maîtrise en la matière. Humblement, en tant que juriste, tout ce que je sais, c'est qu'au terme de la Constitution, la CENI est le seul organe qui est habilité à, non seulement qui est habilité, qui a le devoir et l'obligation impérative d'organiser les élections. Et donc, si la CENI faillit à cette tâche, si elle viole la Constitution,
nous, en tant que peuple, nous devons exiger que les conséquences juridiques qui doivent sanctionner une telle violation puissent être des rigueurs. Il y a des opposants qui clament déjà haut et fort à la transition, mais une transition sans Tshisekedi. Vous êtes pour ou contre? Mais vous m'emmenez encore sur un terrain. Moi, je ne suis pas politicien et donc je ne entre pas dans ce genre de considération. Je venais de dire, parce que je suis juriste, que la responsabilité d'organiser les élections incombe à la CENI, à nul autre. Vous parlez de l'opposition, je ne sais pas ce que cela signifie, mais nous avons tous été dans ce pays lorsque... Le PPRD s'est prononcé là-dessus, Martin Fayulu, pour les comptes de l'Amouka aussi, a réagi par rapport à ces élections. Êtes-vous en train de nous dire que la voix des individus que vous venez de citer est prépondérante par rapport à la voix de 50 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes le 20 décembre? Je ne pense pas. Et donc, les 50 millions de compatriotes qui sont attendus aux urnes devront se rendre aux urnes. C'est là, c'est à travers les urnes que nous nous exprimons en tant que peuple pour déterminer comment notre pays devra être géré. J'ai comme l'impression, professeur, que nous allons mettre la charrue devant le bœuf. Faisons un peu marche en arrière. Quelle mention accordée à l'équipe Kadima et à la Commission électorale nationale indépendante CENI dans l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs? Vous aimez bien me poser ce genre de questions? Bah, évidemment, parce que je suis professeur, vous pensez que je dois porter la casquette de professeur partout où je vais et côté même ceux qui ne sont pas... C'est déjà la 3e heure opérationnelle qui concerne l'Est de la RDC. Même ceux qui donnaient des cotes à ceux qui ne sont pas... Là où l'insécurité est grandissante. De donner des cotes à ceux qui ne sont pas mes étudiants. Donc, je ne peux pas avoir la prétention de coter la CENI, mais il y a une préoccupation non, votre importante. Votre opinion. Ah, vous aviez demandé des cotés. Bon. Alors, en ce qui me concerne, il y a une préoccupation majeure. Vous savez que j'ai vécu pendant très longtemps en dehors de ce pays et les compatriotes, nous les appelons les Congolais de la diaspora. Eh bien, vous savez que les lois iniques et injustes que nous avons excluent ces Congolais de l'élection. Nous avons écrit dans le cadre, nous, quand je dis nous maintenant, je porte ma casquette d'avocat parce que j'ai été chargé par le Comité international de la diaspora congolaise de saisir la CENI pour la mettre en garde en disant on ne peut pas organiser des élections et appliquer une loi inconstitutionnelle puisque nous ne pouvons pas parler des Congolais de l'étranger et en même temps prétendre que ce ne sont pas des Congolais. Et donc lorsque cette loi, les dispositions de la loi électorale qui se sont permis d'écarter ces Congolais, nous les considérons comme étant inconstitutionnels. Et nous allons nous adresser à la Cour constitutionnelle pour qu'elle règle cette inconstitutionnalité afin que tous les Congolais... Personne n'avait demandé, parmi les Congolais qui sont dans la diaspora, de voter. Non, mais cette fois-ci, tel n'était pas le cas. Nous avons vu quand même dans les bureaux de vote, dans des ambassades, donc les Congolais de l'étranger se sont enrôlés sans embâche. Mais alors, ce que vous dites, vous avez les chiffres d'après les statistiques de la CENI elle-même, telles qu'elles m'ont été rapportées par le Comité international de la diaspora congolaise. À Washington, il y a eu 111 hommes et 47 femmes qui ont été enrôlés. Ça ne représente rien, ça. Ah bon,
C'est très insignifiant. C'est vous qui le dites. Alors vous comprenez la portée de la revendication que ces Congolais de l'étranger vont faire. Il y a de ces Congolais qui ont disponibles et qui ont regagné le pays en guise de s'enrôler. Je pense que vous me posez une colle et en tant que professeur, on en a bien l'habitude. Je sais qu'il y a des compatriotes qui d'abord, parce qu'ils se trouvaient ici, se sont fait enrôler. Personne ne leur a demandé s'ils devaient démontrer qu'ils avaient une autre nationalité. Donc parmi les personnes qui sont enrôlées ici au pays, il y a de ces Congolais à qui on a refusé l'enrôlement là où ils sont et qui sont venus se faire enrôler ici. Il y a des Congolais qui sont à l'étranger, dans la diaspora, comme nous disons, qui ont des prétentions de concourir pour être candidats eux-mêmes. Ces Congolais-là sont venus se faire enrôler ici. Donc vous voyez qu'il y a déjà toute une problématique de l'égalité de tous et de l'enrôlement discriminatoire des uns par rapport aux autres. C'est un véritable problème. La CENI a du pain sur la planche, mais comment est-ce qu'elle peut s'en sortir pour relever les défis juste par rapport à l'enrôlement? Il y a beaucoup de failles. Mais nous avons dit, en ce qui concerne plus particulièrement les Congolais de la diaspora, que c'est à la Cour constitutionnelle que reviendra le dernier mot pour vider cette question éminemment juridique, parce que la CENI, comme le président, il nous a répondu, le président de la CENI, ce n'est qu'une agence d'exécution, et donc elle se conforme à ce qui est écrit dans la loi actuellement. Il appartient à la Cour constitutionnelle de régler cette question pour que tous les Congolais soient traités de la même manière, conformément à la Constitution qui interdit des discriminations entre les Congolais que nous sommes. Voilà. Avec la crise permanente à l'est de la République démocratique du Congo, professeur Mpoy, vous pensez que la CENI sera en mesure d'organiser les élections dans le délai? Mais vous parlez de la partie orientale de notre pays, plus essentiellement une partie du Nord Kivu et une partie de l'Ituri. Mais cette situation est-elle nouvelle? En 2018, quelle est la situation qui prévalait dans certains coins de la partie orientale? Non, mais non, ça va du mal en pire. Non, moi je vous ai posé la question, je réponds à ce que vous avez dit. La CENI pourra-t-elle organiser les élections au regard de la situation qui prévaut actuellement? Cette situation qui va de mal en pire. Là n'est pas le problème. Le problème et la question que vous avez posée, madame, est très claire. Je sais pourquoi vous avez posé cette question, parce qu'il y a des voix qui se lèvent pour prétexter de cette situation afin de violer la Constitution. Mais non, ce n'est pas une situation inédite dans notre pays. Cette situation prévalait en 2018. Mais non, il y a des actes terroristes. C'était pareil. Il y a des territoires occupés par l'M23. C'était pareil. On ne parlait que de M23. C'était pareil en 2018. Vous oubliez de citer la situation qui prévalait dans le Kasaï avec le phénomène dit Kamina Sapu. Vous oubliez de mentionner la situation qui prévalait dans le Tanganyika entre les Bantous et les Tois. Donc tout ça, c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme a dit Jules César. Professeur Mpoy, la crise à l'Est perdure. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour y remédier définitivement, selon vous? Alors, j'aime bien cette question. Ceux de ma génération se souviennent exactement de ce qui avait conduit M. Mobutu. D'aucuns disent d'heureuse mémoire, d'autres diront de triste mémoire, à prendre le pouvoir en 1960.
1965. Je ne pense pas que nous devons aller là, parce que ce n'est pas de cette manière qu'un pays qui tend vers l'émergence ou qui veut appliquer la démocratie doit se comporter. Nous avons... Comment est-ce qu'on devrait mettre fin définitivement à cette situation? La réponse me paraît assez simple. Le 20 décembre, nous sommes appelés à aller aux urnes pour choisir les dirigeants à qui nous allons confier le mandat de nous diriger pour les 5 prochaines années. C'est le peuple qui décide souverainement à qui il veut confier le pouvoir. Et j'ose espérer que parmi la multitude de candidats qui vont concourir, parce que nous savons que dans notre pays, il y a toujours une kyrielle de prétendants à cette fonction ou à ces fonctions. Parce que l'année, le 20 décembre, dans 8 mois, tous les mandats sont remis en compétition. Depuis le président de la République jusqu'aux conseillers municipaux. Mais pourquoi pas, professeur, excusez-moi de vous interrompre, pourquoi pas, je ne sais pas, changer des dates pour la tenue des élections, au lieu d'aller vite en besogne et puis nous donner pas de bons résultats? Je vous réponds, je vous ai déjà répondu à cette question, madame, mais vous souhaitez y revenir. Violer la Constitution est un crime de haute trahison. C'est ce qui est inscrit dans la Constitution, ce n'est pas moi qui le dis. Notre Constitution est violée tous les jours. Ah ben, c'est vous qui le dites. Moi, je suis professeur de droit. Je ne peux pas, sur votre plateau, exhorter notre peuple à cautionner une violation. Nous n'avons pas une constitution qui est bien sécurisée. Permettez que je vous dise ceci. Vous êtes une mère. Ou respecter à la lettre. Vous êtes une mère. Et quand on parle du mot violer pour chaque mère, et pour le père que je suis, c'est une chose grave. Il n'y a aucun parent qui pourrait accepter que sa fille soit violée à répétition, puisqu'elle a été violée hier. Demain, on va la violer encore une fois et ça ne pose aucun problème. Ça, non. Non. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire, madame. La Constitution a été violée de multiples fois. Nous devons nous y habituer. Eh bien, le professeur Mpoyi Kamulayi dénonce et récuse cette habitude. Nous ne pouvons pas continuer à accepter et à tolérer qu'une chose aussi grave, par chaque régime en place, qu'il y ait une violation constante. C'est notre Constitution, c'est nous qui l'avions approuvée en 2006 par référendum. Quelles que soient ses imperfections, en attendant qu'elle soit révisée, elle doit être respectée et elle doit être respectée intégralement par chacun et par tous. Les imperfections, oui, il y en a. Réviser la Constitution, c'est le souhait des d'aucuns. Est-ce qu'il faut à tout prix commencer d'abord par réviser notre Constitution? Mais on ne peut pas commencer par réviser la Constitution. Il faut appliquer la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, ici et maintenant. Et donc, en tant que scientifique, en tant que juriste que je suis, j'aimerais quand même nous rappeler que on ne peut pas, nous le peuple, nous sommes les patrons de ce pays. Nous sommes le peuple, les politiciens aiment à utiliser le terme ici dans notre pays, le souverain primaire. Je ne sais pas qui est le souverain secondaire. Il n'y a qu'un seul souverain, seul peuple. Le peuple a confié le pouvoir au mandataire actuel pour une durée limitée à 5 ans. La CENI qui est chargée de agir au nom du peuple pour que le peuple reprenne son mandat afin de le confier à d'autres
est souverain et rien, mais absolument rien, ne pourra justifier une violation de cette Constitution. Souvenez-vous, madame, de ce qui s'était passé dans notre pays ici en janvier 2015, lorsque la problématique de ce qu'on appelle ici glissement germait. Le peuple est descendu dans la rue, on ne sait pas combien de nos compatriotes ont perdu leur vie. Ce n'était pas seulement à Kinshasa, c'était aussi dans les villes de l'intérieur du pays. Est-ce que c'est cela ce que nous souhaitons? Eh bien, ceux qui, à l'époque, avaient condamné les tentatives de ceux qui voulaient continuer à s'accaparer du pouvoir et qui s'étaient donné une allonge de 2 ans, comme nous savons. Voilà. C'est ce qu'ils souhaitent refaire Professeur, maintenant. merci pour cet éclairage. Aujourd'hui, au moment où nous enregistrons même cette émission, les choses semblent se dérouler dans notre pays d'une certaine manière. Qu'attendez-vous exactement de ce gouvernement de Warriors? Moi, je n'ai aucune attente de ce gouvernement. C'est vous qui lui donnez ce titre, je ne sais pas, nous parlons en français, et je ne sais pas quand vous parlez des Warriors, c'est un mot qui, jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai pas encore trouvé dans le dictionnaire français. Mais le gouvernement, tout gouvernement est jugé par le peuple et pas par des individus. Moi, je ne suis pas là pour donner un satisfecit quelconque à quelque gouvernement que ce soit. Tous les gouvernements se soumettent régulièrement à la sanction du peuple, et c'est ce que notre peuple va faire. Je me complète, professeur. Ces gouvernements ou ces régimes a suffisamment fait quoi pour pouvoir réhabiliter l'enseignement supérieur et universitaire? Mais vous me posez une question que... vous savez, l'année dernière... Non, c'est cette année. J'avais... tenu une conférence sur la question des grèves à répétition que nous, les professeurs d'université, faisons depuis 2017. Et j'avais dit, et cette conférence qui avait été provoquée par que les étudiants du MIEC, du Mouvement international des étudiants catholiques, m'avaient demandé de tenir pour eux. Et je m'excuse, c'était l'année passée au mois de septembre. Eh bien, au cours de cette conférence, j'ai constaté que depuis 2017, nous, les professeurs d'université, avons fait des grèves et continuons de faire des grèves. On nous a promis des promesses qui n'ont jamais été tenues. Je vous dis parce que le salaire d'un professeur d'université dans notre pays n'est un secret pour personne. En 2010, ce salaire équivalait à 2 000 $. Aujourd'hui, ce salaire n'équivaut plus qu'à 1 250 $. Ah bon? Alors, on avait promis des véhicules au professeur. Eh bien, le professeur qui vous parle n'a reçu aucun véhicule jusqu'à ce jour. Et les bus aux étudiants? On avait promis des bus aux étudiants. J'ai entendu dire, on a vu des images sur les réseaux sociaux des étudiants. Je ne sais pas si c'était des montages, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent vous montrer une chose et son contraire. Mais sur le campus de l'université de Kinshasa, où je fonctionne, je n'ai pas encore vu. Professeur, parlez-nous un peu de la Poukine, où vous êtes membre. Vous avez parlé des grèves que vous avez déclenchées et les motifs exacts de ces mouvements de grève. Voilà. Vous entendre parler, le gouvernement n'a pas pu honorer ses promesses à l'égard de professeurs des universités de la République démocratique du Congo. Mais parlez-nous un peu de la Poukine et puis vous allez répondre à la suite de ma question. Mais je vais d'abord répondre à votre question parce que qui est immédiat. Le professeur qui vous parle n'a pas reçu de véhicule. Le professeur qui vous parle, son salaire aujourd'hui vaut 1 250 $. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Que j'invente quoi pour dire que les revendications
des professeurs ont été satisfaites. Non, elles ne l'ont pas été. Ça, c'est la vérité, la seule vérité. Vous me demandez de parler de la Pékin, sans doute vous faites allusion au procès qui est en cours, parce que depuis la date du 13 août 2021, les professeurs membres de la Pékin avaient élu un nouveau comité exécutif. À la tête de ce comité exécutif, ils avaient élu le professeur Kitombole Chovu Antoine. Agissant totalement illégalement, le comité de gestion de l'université de Kinshasa est intervenu dans cette affaire qui ne concerne en rien l'université pour empêcher que le professeur Kitombole et son comité exécutif ne puissent effectivement gérer les affaires de la Pékin. Depuis la date du 22 décembre 2021, agissant pour le compte de la Pékin, pas pour le compte de la Pékin, le professeur Kitombole et son comité exécutif m'ont chargé, en tant qu'avocat, de diligenter des actions judiciaires devant les tribunaux compétents pour que la justice soit rétablie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé en 2020, le 22 décembre 2021 avec une action en annulation des décisions qui ont été prises par le recteur de l'université, une action, un procès administratif devant le Conseil d'État. Nous poursuivons la même chose devant les juridictions civiles, devant le tribunal de grande instance de Matete, contre l'université de Kinshasa et tous ses complices dans cette affaire. Donc, présentement, nous sommes devant la Cour d'appel, un appel contre un jugement avant dire droit, qui consiste tout simplement en l'utilisation de manœuvres dilatoires pour faire perdurer une situation qui devrait être tranchée promptement. Dites-nous alors comment se porte l'enseignement supérieur et universitaire, en peu de mots, après toutes ces réalités, toutes ces difficultés. Très mal. Moi, je ne mâche pas mes mots. J'ai dit à mes étudiants, lorsque je me mets devant eux, que lorsque je suis arrivé dans cette ville, à l'université qu'on appelle aujourd'hui Université de Kinshasa, je ne connaissais personne. Moi, j'avais 3 membres de famille ici. Mais je ne les avais pas contactés. Ils ne savaient pas que je venais. Je suis parti du fin fond du Kasaï. J'ai atterri à Ndili. J'ai été transporté de Ndili directement sur le campus. J'ai été logé. Pendant 4 ans, j'ai étudié. Mes parents n'ont payé absolument rien. Ils étaient pourtant parmi les évolués de l'époque coloniale. Voilà. Et ce que j'ai dit à mes étudiants, regardez l'auditoire dans lequel vous allez. Lorsque moi j'étais assis là où vous êtes, et qu'un blanc était debout sur l'estrade où je me tiens, les choses n'étaient pas comme ça. Et nous avons revendiqué, et nous revendiquions, et c'est pour ça que l'université, Mobutu l'a supprimée en 1971, et depuis 1971, l'enseignement, pas seulement universitaire, parce que nous pouvons bien parler de l'enseignement universitaire, mais ça commence depuis l'école maternelle pour ceux qui ont la chance d'y être. Non, l'enseignement dans notre pays est par terre, totalement par terre, et le professeur que je suis n'a pas le message est passé, cher professeur. Parlons autre chose. Actuellement, le taux de change de francs congolais en dollars a pris de la montée. Les paniers de la ménagère, n'en parlons même pas. En tant que scientifique, qu'est-ce qui justifie, selon vous, la vie chère au pays et quelles en sont les pistes de solutions? J'ai entendu le mot qui justifie. Je voudrais, peut-être voulais dire qui explique. Qui explique, voilà. Et moi, comme je vous ai dit, je suis suffisamment âgé. J'ai vu
ce qui s'est passé à la fin de la période coloniale. Immédiatement après l'indépendance, nous avons eu une monnaie qui s'appelait le franc du Conseil monétaire. Okay. Ensuite, nous avons eu le Zaïre monnaie. Et après le Zaïre monnaie, nous avons eu le franc congolais. Pour ceux qui se souviennent du Zaïre monnaie, lorsqu'il est apparu en 1967, il valait un Zaïre pour 2 $. À la fin de la période de Mobutu, plus personne ne voulait consommer cet argent qu'on appelait les mikumbusu, qui était tout simplement, qui était tout simplement l'utilisation, la traduction en français, en lingala, de ce qu'on appelle en français monnaie de singe. Eh bien, je ne sais pas tirer de conclusion. Je ne fais que mettre devant tous les faits. Nous sommes partis de 1 franc pour 2 $, ou 1 $ pour 2 francs, et aujourd'hui, nous sommes à 1 $ pour 2350 francs congolais. Où nous allons? Alors, où allons-nous? Cela explique que... Les pays est bien gérés actuellement par rapport au régime passé, selon vous. Vous revenez sur cette question, je vous ai dit que ce n'est pas ça qui importe. Que ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi qui revient, ou à n'importe quel politicien, de affirmer si le pays est bien géré ou non. Cette question, c'est le peuple, c'est-à-dire 50 millions. Vous représentez les peuples ici? Oui, mais le peuple s'exprime à travers les urnes, et c'est là que je m'exprimais. Comme la majorité de nos compatriotes. Voilà, merci professeur. Les gouverneurs de Kinshasa ont décrété l'opération coup de poing contre les lotissements anarchiques dans la ville de Kinshasa. Êtes-vous pour ou contre cette décision du gouverneur? Mais comment est-ce que quand on est une personne de bon sens, quand on est une personne de compassion, comment est-ce qu'on peut être pour une telle mesure? Qu'est-ce qu'elle tend à réaliser? D'abord, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous vivez comme moi à travers cette ville. On amène une pelle, on casse et on laisse en l'état. C'est devenu plus beau qu'avant? Ça défie toute imagination. De deux, est-ce que c'est la première fois qu'on entreprend cet exercice? De trois, lorsque ces personnes construisaient, l'État était où? Ces structures en matériaux durables qui ont été construites au prix de moult sacrifices. Et quand on vient casser pour le plaisir de casser, il y a ceux qui étaient prévenus, mais ils ont fait la sourde oreille. Permettez que je finisse. On casse pour le plaisir de casser. Avant de casser, la question n'est pas de dire on aurait dû prévenir, mais ces ménages-là, pour arriver à construire, ils ont sué haut et sang. Je pense que quand on est un gouvernement responsable, je pense que dans un pays où il y a un parlement responsable, on ne peut pas admirer ou applaudir ce type d'action. Et le professeur Mpoé Kamoulaï ne peut pas être compté parmi ceux qui applaudissent. Nous sommes butés par les temps. Alors nous devons clôturer cette émission. Deux petites questions où vous avez 30 secondes pour chacune des questions. Actuellement la ville de Kinshasa est bien gérée? Mais je vous ai déjà Pour ne parler que de la ville de Kinshasa. Mais je vous ai répondu.
Le 20 décembre, nous sommes appelés à répondre à cette question pour tous les mandats électifs, depuis le président de la République jusqu'au conseil municipal, en passant bien sûr par la ville de Kinshasa, le gouvernorat de la ville de Kinshasa. Professeur Mpoy Kamulaya Tchamanayangala, votre message particulier pour clôturer cette émission? Alors, le message particulier, c'est que je m'adresse toujours à notre peuple. Ce peuple qui souffre parce que lorsque le cardinal a utilisé cette expression devant le pape, il a été l'objet de plusieurs colibés. Mais notre président de la République a dit ça lui-même. Je me souviens que, je pense que c'était à l'Odia, qu'il avait déclaré que le pays était mort, que le pays était mort. Ben, est-ce qu'il y a plus grande souffrance que la mort? Eh bien, en ce qui me concerne, je pense que nous devons prendre conscience du fait que notre mentalité, la mentalité qui prévaut aujourd'hui, de nous poser en victime, c'est une mentalité qui nous empêche de nous relever. Car nous devons nous relever. Nous devons nous relever puisque j'ai eu la chance de voyager à travers le monde et je sais que le reste de l'Afrique, le reste du monde a ses yeux braqués sur la République démocratique du Congo et l'Eldorado africain. Voilà, merci beaucoup, professeur Mpoy Kamulaya. C'était un plaisir énorme d'échanger avec vous pendant les 45 minutes imparties à cette émission, Le Rendez-vous. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Nous avons échangé avec le professeur Mpoy Kamulaya Lumbala Tchamanayangala, qui est fondateur du Rassemblement des acteurs pour la renaissance du Congo, structure scientifique qui va organiser, sauf imprévu, le samedi 1er avril, une journée scientifique inaugurale de la série 2023 annuelle de conférences de Rarek. Ce sera à l'Université catholique du Congo. Voilà, vous avez aimé l'émission, vous l'avez pris en cours. Veuillez suivre la rediffusion demain à 12h30. Heure de Kinshasa. Merci énormément à la chaîne de référence, merci aux preneurs de vue et merci infiniment à vous, fidèles téléspectateurs. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention et intérêt. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission socio-politique, Le Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et chacun.